Du coup, je suis Camille Chupin, je suis en interne de médecine d'urgence. Et donc, je vais commencer, comme les autres, par un cas clinique. Donc, vous imaginez, vous êtes un médecin urgentiste et vous êtes appelé par la régulation. On vous dit que le patient, donc c'est son travail, il est électricien, pardon, et il est retrouvé près d'un compteur. Et c'est le témoin qui appelle car il a fait des mouvements anormaux. Donc, dans le langage commun, on a tendance à dire une personne s'est fait électrocuter. Mais par contre, quand on dit électrocuter, normalement, ça veut dire décès. Le terme qu'on devrait employer, c'est électrisation, pour parler des manifestations qui touchent le corps humain par le phénomène du courant électrique. En termes d'épidémiologie, dans les pays occidentaux, on est à peu près stable. Il n'y a pas de majoration des accidents électriques. La létalité est plutôt la même également. Par contre, dans les pays en voie de développement, on voit une majoration des accidents électriques. Ça touche à peu près 3 à 6% d'admission dans les centres des brûlés et ça correspond à peu près à 200 décès en France. Ça entraîne une morbidité qui est assez majeure, on peut aller jusqu'à 71% d'amputation. Quand on parle d'un phénomène électrique, il faut se baser sur déjà les caractéristiques propres du courant électrique. Donc, on se base sur la loi de Ohm, donc l'intensité est en ampères, qui est égale à la tension, donc en volts, divisé par les résistances. Donc ça, c'est la première caractéristique, c'est le courant. Et le courant, lorsqu'il traverse les tissus, il entraîne un dégagement de chaleur. Et donc du coup, là, ça suit la loi Joule, donc juste ici. Donc les résistances fois l'intensité au carré et multiplié par le temps. Le courant, donc du coup, il faut d'abord se baser sur rechercher l'intensité, puisque en fonction de l'intensité, on va avoir une mortalité plus importante. Quand on est à 5 mA, ça entraîne une douleur. Quand on est à 10 mA, ça entraîne plutôt une contraction musculaire. La contraction musculaire, quand on est à 10 mA, c'est plutôt au niveau des extenseurs, donc ça entraîne plutôt le rejet de la personne. Alors que plus on monte en ampères, ça va entraîner, on va jouer sur les muscles fléchisseurs, donc on va avoir tendance à un agrippement à la zone du courant. Donc à partir de 30 mA, si le courant traverse le tronc, on va avoir une tétanisation du diaphragme, on peut avoir une fibrillation ventriculaire, une sidération des centres bulbaires, voire un laryngospasme. Une fois qu'on a caractérisé l'intensité, il faut savoir la tension. On les différencie en deux principalement. Donc les basses tensions, c'est plutôt inférieur à 1000 volts. Là, c'est plutôt les accidents domestiques, donc ça touche principalement les enfants, environ 55%. Et l'autre catégorie, c'est les hautes tensions, donc 1000 volts. Là, c'est plutôt les accidents de travail, donc dans l'industrie. On a aussi sur tout ce qui est transport, et c'est principalement des hommes, et c'est environ 45%. J'en ai pas parlé dans mon topo, mais il y a 10%, ça représente la fulguration, c'est la foudre. Ça, il y a peu d'études dessus, donc on ne sait pas vraiment les caractéristiques précises, mais on sait que c'est plus de 1 million de volts. Donc on a dit l'intensité, ça tue. Par contre, la tension, c'est les volts, ça brûle. Donc ça entraîne des brûlures tissulaires, entraînant un œdème, et donc un syndrome d'éloge, et donc on continue une rhabdomyolyse, et qui peut être du coup en conséquence entraîner une insuffisance rénale aiguë. Il faut classifier en 3 mécanismes les principaux phénomènes électriques. Donc le phénomène électrique vrai, c'est celui qu'on rencontre principalement, donc avec un point d'entrée, un point de sortie, et le courant traverse le patient. Il y a le phénomène d'arc électrique. Là, il n'y a pas de contact direct avec la zone, enfin le courant électrique. Le courant, il glisse sur le patient et donc du coup, ça entraîne des brûlures, surtout au niveau des plis, et c'est des brûlures assez sévères. Et enfin, le flash électrique, pareil, c'est à distance du patient. Et là, c'est plutôt des brûlures superficielles et qui peuvent donner aussi des atteintes oculaires. Pour savoir vers quel trajet le courant va passer, il faut se baser sur les résistances. Donc, résistances les plus élevées, donc l'os. Après, on a la graisse, on a les tendons, les muscles, la peau. Et enfin, donc les moins résistants, donc on a les vaisseaux et les nerfs.
Donc ça explique que le trajet que prend préférentiellement le courant, c'est au niveau de l'axe vasculo-nerveux. Pareil, si la peau est plus épaisse, on a plus de résistance, mais par contre, si elle est plus humide, on a moins de résistance. Donc là, on a été appelé du coup pour ce patient. La question, c'est, on repense, est-ce qu'il est plutôt basse tension, haute tension? Donc ça, il faut vraiment poser ces questions en amont. Après, bon, ça paraît logique, les détresses vitales. Et donc, on le catégorise en 4 structures. Donc, soit c'est simplement une secousse musculaire que le patient a eue, soit il a été tétanisé, soit il a perdu connaissance et il a fait des mouvements, soit il est en ACR. Donc, quelles lésions on peut avoir après un phénomène électrique? Donc, on peut avoir des lésions cardiaques, donc ça représente à peu près un tiers des électrisés. Ça peut aller de l'ACR, donc par fibrillation ventriculaire ou par anoxie, par tétanisation des muscles respiratoires. Et dans ce cas-là, il faut aussi, ça touche des patients jeunes. Il y a une étude qui a montré qu'il faut avoir une réanimation agressive parce qu'on a 25% de survie. On peut aussi avoir des anomalies ECG à troubles du rythme, donc tachycardie sinusiale, tachycardie supraventriculaire, des troubles de conduction à type de bloc de branche ou d'allongement du QT. Il faut se méfier aussi, on peut avoir des infarctus du myocarde, plutôt dans les territoires inférieurs, et généralement on n'a pas la douleur typique, donc c'est piégeant. Et vu que c'est dû à des bandes de nécrose, on a les problèmes, on ne peut pas refaire la reperfusion de manière classique. Comme je l'ai dit, les vaisseaux ont une résistance moindre et donc du coup ils sont plus fragiles et susceptibles d'avoir des phénomènes de thrombose ou d'hémorragie jusqu'à 3 jours après. J'ai oublié de vous dire, pour les anomalies ECG, ça revient principalement dans les 8 à 12 heures maximum après l'événement. On peut avoir des lésions pulmonaires et rénales, donc les lésions pulmonaires d'atteinte parenchymateuse, on peut avoir des pneumothorax. Pour les lésions rénales, on peut avoir des nécroses parenchymateuses ou vasculaires, ça ce sera plutôt du coup unilatéral, ou plutôt indirect à type de rhabdomyolyse et donc du coup de tubulopathie et d'insuffisance rénale aiguë. Pour les lésions neurologiques, elles sont assez polymorphes. On retrouve pas mal de pertes de connaissance, ça va de 20 à 61%, et on peut aller jusqu'au coma et avoir une destruction complète du cerveau. On peut avoir du coup au niveau central des encéphalopathies anoxiques, des œdèmes cérébraux, des hématomes. On peut aussi avoir des myélopathies ou des atteintes périphériques avec principalement c'est le nerf médian qui est touché et il récupère dans 2 tiers des cas. On peut aussi avoir du coup des lésions digestives, donc ça va du simple ileus à l'ulcération, la perforation. Au niveau musculaire, donc ça on l'a déjà dit, on a l'œdème donc avec le syndrome d'Eloge et la nécrose tissulaire. Et on retrouve aussi assez fréquemment donc, des fractures de la tête humérale, c'est lié généralement à la chute et c'est à peu près dans 23%. Donc là vous êtes face à ce patient, donc vous arrivez, donc que faites-vous ? Donc déjà, il faut penser à couper le courant. Et lorsqu'on coupe le courant, il faut penser, si le patient est agrippé, il va avoir sa chute, pour prévenir la chute. On considère qu'un patient électrisé, il est un polytraumatisé jusqu'à preuve du contraire. Donc collier cervical, monobloc. Il faut aussi prévenir de l'hypothermie. On étudie rapidement les fonctions vitales et le CG, puisqu'on a dit que les troubles du rythme peuvent apparaître rapidement, et évaluer la surface cutanée par les nœuds de Wallace, pardon. Donc ça, c'est notre patient. Donc il est hypotendu, il a une fréquence cardiaque à 90, il a une SAT à 94% en air ambiant, il est Glasgow 13 et il a 40% de surface cutanée brûlée. La question, c'est quelle va être son orientation. Enfin, d'abord, qu'est-ce qu'on va faire, puis après son orientation. Donc, la conduite en pré-hospitalier, donc remplissage, donc ça c'est classique, 20 ml de Ringer. Oxygénation par masque à haute concentration, vu qu'il y a un manque en O2 chez les brûlés. On pense bien à l'analgésie et si on veut intuber, si nécessite, on a besoin d'intuber. Et pour la curarisation, on évite la cellocurine avec le risque d'hypercalémie. Donc l'orientation, donc la question, donc là notre patient il avait plus de 40% de surface cutanée brûlée, donc l'orientation c'est en réanimation. S'il a une atteinte viscérale ou vasculaire, c'est le cas également.
S'il a une anomalie à l'examen neurologique, pareil, et arrêt cardiaque, pour ça paraît logique. Alors, ensuite, en réanimation. La question, c'était par rapport à l'apport hydrique. L'apport hydrique est sous-estimé. Déjà, il faut séparer, je vous ai classifié en 3 avec les arcs électriques, les flashs électriques et l'électrique vrai. Donc les deux premiers, c'est des brûlures classiques, donc ça on fait le protocole 4 ml/kg par surface cutanée brûlée, ça c'est classique. Mais pour les phénomènes électriques vrais, là du coup on estime que c'est sous-estimé parce qu'on visualise pas les lésions internes, et donc du coup on recommande de faire plutôt 9 à 12 ml/kg de surface cutanée brûlée dans les 24 heures. On augmente à peu près de 50%. Il y a une étude qui a essayé de comparer les CPK au risque de myoglobinurie et d'insuffisance rénale aiguë. C'était pas significatif, mais on recommande quand même de surveiller le pH et de faire un pH urinaire plutôt supérieur à 7 et de maintenir une diurèse à 1 à 2 ml/kg. Donc pas d'antibiothérapie systématique, la vaccination antitétanique, l'analgésie bien pensée aux antiépileptiques pour les douleurs de désaffération, l'aponeurotomie pour l'œdème et les syndromes de Loge. Et donc pour tous les autres patients, donc normalement un patient électrisé doit avoir une consultation médicale et un ECG. Et donc les 4 questions principales, donc est-ce qu'il a un historique cardiaque, des antécédents cardiaques? Bien demander du coup le voltage, c'est toujours important, savoir si ça a plus de 1000 volts ou moins de 1000 volts. S'il a perdu connaissance initialement ou si on a une anomalie de l'ECG. Si les 4 réponses sont non, on considère que le patient il a faible risque et donc s'il n'a aucune autre raison, type traumatisme ou etc. ou brûlure, il pourrait rentrer à domicile. Dans le cas contraire, les patients sont considérés à risque et doivent être admis dans soins intensifs. Donc les principaux messages, d'abord bien demander les questions des circonstances et donc savoir l'intensité et les voltages. Ne jamais sous-estimer, en fait, on ne se base pas simplement sur la surface cutanée brûlée, puisque c'est la partie seulement émergée de l'iceberg, et bien penser qu'un électrisé, c'est un polytraumatisé jusqu'à preuve du contraire.